Aujourd'hui, on fait un décryptage complet d'un dossier judiciaire d'une ampleur assez exceptionnelle en fait. Ça fait vraiment les gros titres en ce mercredi 4 mars, Ouais, exceptionnel, le mot est même faible, je dirais. c'est clair. Alors, on se base sur une enquête très fouillée qui vient de paraître dans le journal Libération. La presse appelle ça le dossier Pape Cheikh Diallo et si. Tout à fait. Et notre but aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de structurer tout ça, de comprendre les ramifications de cette affaire, sans se noyer dans les détails techniques, parce que, pour donner tout de suite la mesure du truc, on parle d'une opération policière qui a déjà conduit à l'interpellation de 37 personnes. 37 suspects, ouais. Voilà, 37 suspects arrêtés dans le cadre d'une seule et même instruction. C'est... C'est colossal. Et l'idée, c'est de dépasser le simple fait divers, tu vois. On va vraiment essayer de comprendre les rouages d'une enquête hors norme, comme celle-ci. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'au-delà de ce chiffre qui ressemble presque à un coup de filet antiterroriste finalement, c'est toute la mécanique menée par la brigade de recherche, la BR de Keur-Marsar, qui intrigue. Ouais, gérer autant de monde simultanément, c'est un défi logistique énorme. Bah oui, quand on lit qu'une seule brigade gère ça, on se demande comment c'est humainement possible de garder le contrôle. Et d'ailleurs, les chiffres de Libération donnent le vertige. Sur ces 37 interpellations, il y a 32 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt, 32, c'est ça. dont 3 spécifiquement dans la seule journée de lundi. Ce qui est fascinant ici, c'est l'utilisation du terme tentaculaire par la source. Parce que souvent, on imagine une enquête comme une ligne droite. Il y a un délit, on trouve un suspect, on l'arrête, et voilà. Une affaire simple, quoi. Exactement. Mais une affaire tentaculaire, c'est l'inverse. C'est vraiment une toile d'araignée. Et avec 37 arrestations, pour la BR de Keur-Massar, le vrai défi, c'est pas le coup de filet en lui-même, c'est la rigueur procédurale qui suit. C'est-à-dire l'après-arrestation. Absolument. Il faut s'imaginer la scène. T'as des dizaines de personnes en garde à vue en même temps. Ça veut dire mobiliser plein d'officiers de police judiciaire, coordonner les auditions pour être sûr que les suspects communiquent pas entre eux. Pour pas qu'ils accordent leur violon. Voilà. Faut gérer les avocats, les médecins, la moindre erreur sur une notification de droit, et c'est toute la pyramide qui peut s'effondrer devant le juge. Et le fait qu'il y ait 32 mandats de dépôt, c'est un signal fort. Justement, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Parce qu'on rappelle que toutes ces personnes sont présumées innocentes, évidemment. Bien sûr. Mais envoyer 32 personnes en détention préventive, c'est pas sur un simple soupçon. Ah non, pas du tout. Le mandat de dépôt, c'est une mesure privative de liberté très lourde. Pour incarcérer 32 individus avant même un procès, ça prouve que les autorités estiment avoir des éléments matériels très solides. Des écoutes, des témoignages croisés, ce genre de choses. Ils naviguent pas à vue, en gros. C'est exactement ça. Ils justifient la détention pour éviter les fuites ou la destruction de preuves. Le dossier est déjà très épais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et troublant, je dois dire. Parce que quand on regarde des charges, l'article énumère 3 chefs d'accusation précis. Association de malfaiteurs, acte contre nature et transmission volontaire du VIH. Ouais, une combinaison très spécifique. C'est ça. On dirait presque 3 dossiers différents en un. Commençons par l'association de malfaiteurs. J'imagine que ça vient ancrer le côté réseau de l'affaire, non? Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'association de malfaiteurs, c'est la clé de voûte ici. Juridiquement, ça permet de réprimer l'organisation elle-même. Ça caractérise une entente, une hiérarchie, une préméditation. Donc le parquet dit en gros qu'on ne juge pas des actes isolés. Exactement. Il vise une entreprise criminelle structurée. Et ça alourdit considérablement les peines encourues, parce que participer au groupe devient un délit majeur. D'accord, c'est le ciment du dossier. Ensuite, on a les actes contre nature. Pour être parfaitement neutre et factuel vis-à-vis de notre public, qu'est-ce que ça recouvre dans ce contexte juridique au Sénégal? Alors, dans le code pénal sénégalais, l'article 319 utilise cette terminologie d'acte contre nature pour pénaliser les relations homosexuelles. C'est un délit là-bas. D'accord, donc ça cible directement les pratiques de ce réseau. Voilà. L'enquête vise à démanteler un réseau lié à ces pratiques qui tombent sous le coup de la loi locale. Ça oblige les forces de l'ordre à infiltrer des milieux très discrets, très fermés, vu que c'est criminalisé. Ce qui nous amène à la 3e charge, et celle-là, elle est d'une gravité extrême au niveau santé publique. La transmission volontaire du VIH. C'est vraiment le cœur du défi pour les enquêteurs. Parce que prouver qu'il y a transmission, c'est une chose. Mais prouver que c'est volontaire au sein d'un groupe de presque 40 personnes, ça a l'air d'être un cauchemar pour rassembler des preuves. C'est clair. Comment ils font pour prouver l'intentionnalité dans un réseau si vaste? C'est la vraie question. On est à l'intersection entre le droit pénal et le secret médical. Il faut prouver que la personne savait
Qu'elle connaissait son statut sérologique positif, oui, qu'elle n'a pas informé son partenaire, et surtout qu'elle avait la volonté délibérée de transmettre le virus. C'est pas de la négligence, là, c'est intentionnel. Mais comment on prouve ça, en fait? Il doit fouiller dans la vie privée des gens de manière très intrusive, non? Totalement. C'est pour ça que la logistique est dingue. Ils doivent croiser des dossiers médicaux pour dater la connaissance de l'infection et éplucher les téléphones. Les fameuses extractions de données. Oui, les messages WhatsApp, les SMS, ils cherchent la preuve écrite, le message où quelqu'un admettrait vouloir contaminer d'autres personnes. C'est un travail de fourmi avec des experts en cybercriminalité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Parce que Libération parle un véritable coup d'accélérateur ces dernières heures. On pourrait se dire qu'avec 37 arrestations, ils vont se calmer et rédiger les rapports. Ben non, au contraire, la source affirme même que l'enquête est loin d'être close. C'est fou. Cela soulève une question importante sur la méthodologie. C'est l'effet domino. Tu arrêtes 37 personnes, tu saisis 37 téléphones, la cartographie des liens explose. Un contact marginal devient soudain central. Donc, les données de la première vague déclenchent la deuxième. En temps réel, ouais. Et il faut pas oublier la pression psychologique. Avec des charges pareilles et 32 mandats de dépôt, le dilemme du prisonnier joue à plein. Et les gens isolés en cellule commencent à parler pour se protéger. Absolument. Ils négocient, ils balancent d'autres noms, et chaque nouvelle déclaration est recoupée avec la data. Ça relance la machine. C'est vraiment l'effet domino, oui. Bon, pour synthétiser un peu pour notre public, l'affaire Papchek Diallo, et si c'est un dossier judiciaire hors norme. 37 interpellations, 32 incarcérations, Mhm. des charges très lourdes allant de l'association de malfaiteurs à la transmission volontaire du VIH, et une enquête qui ne fait que s'élargir. C'est un excellent résumé. Et ça montre pourquoi ce sujet est si pertinent. Il illustre la complexité folle des réseaux clandestins d'aujourd'hui et la capacité d'adaptation que la police doit avoir pour les démanteler. On est dans la modélisation de données massives, là. On n'est plus dans la petite enquête de quartier. Non, vraiment pas. Et ça m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Quand une seule enquête arrive à mettre au jour un réseau impliquant près d'une quarantaine de personnes autour d'actes aussi dissimulés, on est dans le droit de se demander Oui. combien d'autres ramifications invisibles structurent les activités souterraines de nos sociétés, n'attendant finalement qu'un infime faux pas pour que toute la toile se détricote au grand jour.